Salut tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous vous portez bien au moment où vous écoutez cet enregistrement. Je pense que c'est un épisode que vous avez probablement pas mal attendu et je me devais de l'aborder parce que c'est l'actualité quand même. Donc ce serait bien que je vous donne un peu mon point de vue là-dessus, à savoir l'impact de l'IA sur notre métier de designer, qu'on soit UX, UI, freelance ou brand designer, product designer. Quel est l'impact selon moi de l'arrivée massive de l'IA? Je vais vous en parler dans cet épisode et j'espère que ça vous apportera quelques billes et quelques pistes de réflexion. Alors, comme je le disais en intro, ces 2-3 dernières années, les IA sont arrivées de façon massive. Donc l'idée, c'est pas de faire un exposé de ce qui s'est passé ces dernières années, des outils, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un stade où on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors qu'avant, on pouvait quand même un peu se le permettre. Aujourd'hui, je pense qu'on est toutes au courant que les choses changent, que notre métier change, comme plein d'autres métiers d'ailleurs. Hein. Nous ne sommes pas les seuls impactés. Donc je pense que, premièrement, il y a un vrai tournant là, ces dernières années, sur ça et sur cette prise de conscience, je pense, un peu générale. Et moi, je voudrais tourner cet épisode en nuançant tout ça, parce que j'aime bien nuancer les choses aussi. Pour moi, il n'y a pas d'extrême. Quand j'ai réfléchi à quel est vraiment l'impact sur notre métier, je me suis posé la question de ce qui va changer, ou ce qui change déjà actuellement en réalité. Et ce qui ne change pas ou ce qui ne doit pas changer avec l'arrivée massive de l'IA dans nos métiers. Ça, c'est vraiment mon analyse basée sur mes connaissances du sujet, parce que je me renseigne aussi pas mal sur le sujet, des conversations que j'ai pu avoir aussi avec d'autres designers, l'état du marché, les recruteurs, les recruteuses, les entreprises, voilà. Donc c'est un peu ma vision aussi à moi de tout ça. Alors c'est parti! Ce que l'IA va changer d'abord. Il y a peut-être des choses où vous allez vous dire c'est évident et d'autres probablement moins. Pour moi, ce que l'IA va changer par rapport à notre métier, c'est évidemment, je commence par le plus simple, mais les outils de production. Je vais pas m'étendre énormément sur le sujet parce que vous le savez et vous avez sans doute plein d'infos qui passent à ce sujet, que ce soit pour des outils de prototypage, de génération de visuels en tant que brand, de workflow, le no-code. C'est finalement une évidence que l'IA va évidemment changer et change déjà notre process et les outils qu'on utilise. Donc ça, la question qu'on me pose de temps en temps, c'est est-ce que je dois me former à ces outils ou pas? Et là, j'ai envie de dire malheureusement oui. Malheureusement dans le sens où pour moi, vous n'avez pas vraiment le choix que de vous former. Je parle pas de vous former en étant spécialisé, en vous positionnant là-dessus, mais pour moi, ne serait-ce que déjà avoir des initiations sur les outils design par rapport à cette implémentation de l'IA. Après, il y a des outils qu'on utilise aujourd'hui, dont Figma par exemple, qui utilisent déjà l'IA, Enfin voilà, Notion aussi. Ils intègrent de toute façon l'IA dans les propres produits qu'on utilise, mais il y en a même des nouveaux qui sortent. Et je pense que juste d'être formé légèrement à ça, c'est déjà de savoir de quoi on parle et de rester à jour en fait sur les, je mets des grosses guillemets, tendances du marché aussi. Vous devez d'être informé, ça fait partie de notre métier, ça fait partie du fait d'être aussi entrepreneur. On dit souvent que les entrepreneurs doivent être assez visionnaires, en tout cas avoir une longueur d'avance. Je vois pas trop comment c'est possible si vous intéressez pas aux outils de l'IA, parce que c'est incontournable aujourd'hui. Donc moi je vous recommande de vous informer, de réserver du temps dans votre semaine pour vous informer sur ces sujets, sans, encore une fois, dire dans votre positionnement nécessairement que vous êtes à jour sur tout ça, etc. C'est juste vous, pour aussi que vous ayez le nez de sentir ce que vous pourrez améliorer dans vos process ou ce qui existe tout simplement, et le jour où un prospect vous en parle, vous vous demanderez pas ce que c'est, quoi. Vous serez informé. Donc ça me semble essentiel déjà de se dire que l'IA change et va changer nos outils de production. Ensuite, et là ça va être le gros changement à retenir selon moi, c'est que l'IA est en train de changer notre cible. Elle est en train de changer pour qui on crée de la valeur. Ça nous oblige à nous re-questionner en tant que designer. 10 ans que je suis dans le milieu, et je vois bien qu'en fait, en tant que designer, on pouvait vraiment s'adresser à n'importe quelle entreprise. À partir du moment où il y avait des besoins de com, de concevoir un produit digital, quel qu'il soit, en fait, c'était pour nous, c'était gagné, voilà. Elles avaient toutes besoin de nous. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait bien, avec l'IA,
toutes les entreprises n'ont pas besoin de nous. Et je pense qu'il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi en disant ça. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Toutes les entreprises n'ont plus besoin de nous. Je sais, j'échange avec des designers qui sont assez réfractaires avec ça, qui ne sont pas d'accord, qui se disent oui, mais on ne peut pas remplacer notre valeur, etc. Oui, pour certains types d'entreprises, mais pas pour toutes. Moi, je pense sincèrement qu'il y a certaines entreprises, c'est très bien que l'IA arrive, c'est cool pour elles, enfin, elles gagnent du temps, de l'argent. Je pense que ça nécessite de notre part, en tant que designer, de faire un pas de côté, de se dire, vraiment, si je mets mon ego de côté, qui a encore vraiment, et j'insiste sur le vraiment, besoin de nous? Qui a vraiment besoin de nous? Je sais que pour notamment les designers qui sont lancés depuis plusieurs années, c'est hyper dur. Cette question paraît très très simple, hein, mais en fait c'est très très dur d'accepter que la cible qu'on a adressée jusque-là, depuis des années, n'a plus besoin de nous. C'est super dur. Et il faut le reconnaître en fait. Et moi je le dis avec certaines femmes que j'accompagne, je leur dis mais en fait là tel quel ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas que ça n'a plus de valeur, mais on n'aura plus besoin de toi pour ça. Il faut le prendre conscience parce que je pense que tant que vous restez bloqué dans vos croyances aussi, vous n'arriverez pas à avancer. Et donc c'est nécessaire vraiment de se poser et de se dire ok, factuellement, regardons la réalité en face. Quand je dis ça, pour moi, toutes les entreprises, que ce soit des solopreneurs, des PME, des TPE, pour qui l'entièreté de leur business ne repose pas sur les designs, pour moi, ils n'ont pas besoin de nous. Quand je dis l'entièreté de leur business, je pense par exemple aux commerçants, qui ont des boutiques pignon sur rue. Pour moi, s'ils sont dans un petit village, que sais-je, et que ça tourne, ils n'ont pas besoin de nous, en fait. Ça ne repose pas sur nous. Si par contre, ils sont dans une grande ville, ils ont un concept qui nécessite d'être vachement présent en com, parce que, je sais pas, c'est un certain niveau de gamme, que sais-je. Là, ça vaut peut-être le coup parce qu'il faut qu'ils se démarquent de la concurrence. À partir du moment où il y a besoin de se démarquer fortement de la concurrence, pourquoi pas? Et encore, je me dis, encore une fois, si je rattache à la question de qui a encore vraiment besoin de nous, pour moi, c'est tous ceux qui ont un produit qui nécessite que leur stratégie business, que tout repose sur leur présence digitale ou marketing, peu importe, mais en tout cas, ce besoin de com est très fort. Donc on élimine déjà pas mal de monde. Je pense aussi, enfin je pense à ça maintenant, mais je pense aussi à tout ce qui va être les artisans du bâtiment, les boulangeries, même certaines industries pour qui le bouche à oreille fonctionne énormément. Tous ces business-là, je sais que ça passionne beaucoup d'entre vous et je sais que beaucoup d'entre vous, vous rêvez de travailler pour ces entrepreneurs-là, notamment les artisans, etc. Mais sincèrement, je pense que ça va être compliqué. En l'état actuel, pour l'instant, vous allez devoir déployer une énergie forte pour finalement peut-être pas un retour sur investissement intéressant. Donc maintenant, qui a encore besoin vraiment de nous? Et pour moi, comme je disais, c'est celle qui repose évidemment sur des... Mais je vais développer en fait sur un produit où le cœur du métier c'est la com. Ça peut être aussi tous les business confidentiels. Tout ce qui est par rapport à la protection des données, je pense notamment au secteur de la santé, où là on n'est clairement pas encore au point sur l'IA avec les lois, c'est en train de venir, mais voilà, c'est pas folichon, le temps que ça arrive, voilà. Toutes les entreprises qui sont de près ou de loin dans le secteur de la santé par exemple, ou bancaire ou autre, je pense qu'elles n'oseront pas franchir le cap d'utiliser l'IA pour déléguer l'entièreté de leur process, etc. Ils ont encore besoin de nous. Je pense aussi au secteur innovant pour qui... ils ont une innovation de produit, une innovation de marché. Là aussi, c'est confidentiel, en fait. Ils ont inventé quelque chose. Ils ont tout intérêt à peut-être garder ça en interne et pas risquer que ça se retrouve quelque part dans l'IA, réutilisé par d'autres, etc. Donc je pense que là, c'est à réfléchir aussi et à vous dire dans votre tête quels business sont vraiment confidentiels ou quel secteur peut être innovant aussi. Ensuite, comme je disais, tous les secteurs qui sont très concurrentiels, notamment les secteurs qui s'adressent au B2C, par exemple, même les sites e-commerce, il y en a beaucoup sur le marché aujourd'hui. Pour se distinguer, il est évident qu'il faut du personnalisé. L'agroalimentaire, je pense que c'est pareil aussi. Il y a une multitude de produits qui existent sur le marché aujourd'hui, dans tous les secteurs. Là aussi, ils ont besoin de se démarquer. Le secteur tech aussi, qui veulent souvent un peu disrupter le marché en créant justement un produit innovant de par son usage. Donc quand je dis un produit, c'est une app ou une web app qui soit très distinctive d'un point de vue fonctionnel, mais aussi en termes de design. Par exemple, si je vous dis Conto ou Alan, c'est des services proposés qui veulent un peu disrupter les choses. Donc ça, c'est assez intéressant. Par exemple, Gringot aussi, qui veulent développer non seulement l'impact et tout, mais ils veulent quand même
créer un produit différenciant. Donc ça, pareil, pour moi, l'IA ne remplacera pas ça et on a de quoi vraiment créer de la valeur pour eux. Et je pensais aussi aux grandes entreprises, les grosses entreprises qui ont plusieurs produits. Et où là, ça commence à devenir un peu une usine à gaz. Et donc, ça peut être des produits physiques ou une présence en ligne, ceux qui ont des filiales ou des marques qui ont des boutiques, mais aussi un site e-commerce, plein de produits différents qui ont besoin de scinder tout ça. Là, même si l'IA peut peut-être faire certaines choses, clairement, c'est pas au niveau encore. Et elles ont encore besoin de nous aujourd'hui. Donc vous voyez que quand je dis ça, finalement, je suis assez optimiste. Pour moi, il y a vraiment encore tout un panel d'entreprises qui a encore besoin de nous. Donc ce message se veut positif au final. Faut juste être, comme je disais, prête à regarder la réalité en face aussi. Et vous, voir où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous servez vraiment les clients qui n'auront pas tendance à disparaître. Ensuite, ce que l'IA va changer, et ça fait un petit peu nécessairement le pont avec le changement de cible, c'est que pour moi, ça va changer notre offre. Donc là, je risque d'en fâcher certaines. En tout cas, ça va peut-être pas plaire. Fâché, je sais pas, mais en tout cas, ça va peut-être pas vous plaire, parce que j'en sais qu'il y a encore du monde là-dedans à se positionner là-dessus. Mais moi, toutes celles qui se positionnent sur des designs de landing page, ou des tâches d'exécution, comme déployer un design system sur un site, ou de la décli de direction artistique déjà posée sur des visuels, donc tout ce qui est attrait à l'exécution. Je suis désolée de dire ça, mais si vous proposez que des choses dans ce sens-là, à moins d'être ultra connu, et d'avoir un personal branding de fou, et encore, je pense que ça va être compliqué. Moi, j'y crois pas trop. Donc la seule façon pour moi de vous distinguer, si vous voulez rester sur cette offre-là, parce que pour plein de raisons, vous ne pouvez pas changer, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous former sérieusement à l'IA. Donc vraiment de vous former sur la génération visuelle pure, sur tout ce que vous pouvez optimiser en termes de production et d'exécution pour le client, comment vous pouvez décupler vos forces, et de mettre que vous êtes à fond dans l'IA. Donc là, c'est vraiment un positionnement que vous devez afficher pour le coup. Si vous voulez rester dans des tâches d'exécution, affichez partout que vous êtes IA-friendly, que vous pouvez y aller là-dessus, que c'est votre positionnement, votre force, que vous utilisez l'IA, et par conséquent, ça vaut le coup de faire appel à vous, même sur des tâches d'exécution. Pour les UX, parce que là, je pensais un peu plus pour la partie IA brand designer, mais pour les UX, pour moi, l'offre, c'est que vous pouvez prouver que l'IA, elle peut permettre d'optimiser le service et la délivrabilité du produit, l'usage au sein même d'une boîte en fait. Grâce à cette IA, vous arrivez à intégrer, en fait on n'est plus sur des fonctions de stratégie, on n'est plus sur du wireframing en fait, je vous propose juste des parcours, on est sur quelque chose de beaucoup plus, je sais pas trop comment le formuler, mais vous reprenez de la hauteur en fait, vous êtes plus un agrégateur de données, grâce à l'IA, vous prenez peut-être toutes les données qu'il peut y avoir sur les utilisateurs, enfin quand je dis les données sur les utilisateurs, on s'entend pas leur numéro de sécu, hein. J'entends plus leur usage sur l'application, etc. Et grâce à l'IA, vous allez pouvoir faire des synthèses peut-être plus rapides, etc. Dans cette ère actuelle où nous sommes, avec l'IA, je crois qu'il n'a jamais été aussi important que d'insister sur le côté stratégique de votre métier. Et au final, quand on y réfléchit, moi je trouve ça super cool. Enfin, je veux dire, en fait, on se pose vraiment la question maintenant, qu'est-ce qu'on a vraiment à apporter en tant que designer si on met de côté l'aspect production, pur et dur. Et ça permet de finalement retenir un peu l'essence de notre métier. Et cette essence-là du métier, c'est votre offre. Voilà, c'est un peu dit comme ça, mais il faut que vous en tiriez la substance. Quand vous enlevez ce côté production, qu'est-ce qui vous reste de ce que vous proposez? Et c'est ce truc-là qui vous reste qui sera votre offre. En gros, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que votre jus de cerveau, vos idées, ne peuvent pas être remplacées. Et elles ne le pourront jamais. Très certainement convaincu de ça, vous le savez, que vos idées ne peuvent pas être remplacées par une IA actuellement. Je le sais que vous le savez. Maintenant, il s'agit aussi de parvenir à le faire comprendre aux prospects. Et ça, c'est pas si simple. Et c'est tout un travail aussi de prospection, de communication, etc. Du coup, je voudrais vous parler de ce que l'IA ne va pas changer. Donc ça fait un peu le pont avec ce que je disais précédemment. Qu'est-ce que l'IA ne va pas changer et ne doit pas changer, même si elle le peut? Parce qu'il y a aussi ce truc-là. C'est qu'elle est capable de faire pas mal de choses, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on le fasse. Prenons l'asile sans souci, et pour moi, qu'est-ce qui ne doit pas changer aussi dans notre métier, même si l'IA peut le faire? Je le disais précédemment,
le jus de cerveau et les idées, ça ne doit pas être remplacé. Je sais qu'on a tous envie de tester les outils qui arrivent, c'est hyper important, et je le disais précédemment, il faut qu'on se forme, mais parfois on a tendance à tellement tester, à faire tellement de choses qu'on se perd nous-mêmes. C'est hyper dur de reprendre de la distance. Je vais vous donner mon retour d'expérience. Ces derniers temps, j'avais beaucoup sollicité Claude et ChatGPT pour faire des tests, pour voir où on en était. J'avais vraiment l'impression que ça pouvait m'aider sur la prospection, pour analyser mon tunnel de vente, les retours que j'avais pu avoir à l'écrit, etc. Je lui ai demandé plein de choses et d'avoir son avis. Mais en fait, au final, moi je me suis rendu compte, et peut-être que ça va vous parler, j'avais toujours cette impression de se dire « Waouh, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est super intéressant. » Et au final, j'avais l'impression de me sentir complètement vidée. Comme si j'étais complètement dépossédée de mes choix, dépossédée de mon libre arbitre, dépossédée de tout. Et qu'en fait, je sais pas, il y a un truc de je ne suis plus rien en fait, puisqu'on me dit quoi faire. Et c'est une machine qui me dit quoi faire et qui analyse. Et à la fois, je trouve ça cool, mais en même temps, ça me perd. Et en fait, je pense que c'est un peu cette notion de libre arbitre dont je parlais. Alors, je suis pas philosophe ni psychologue. Je pense que le simple fait de penser, de devoir prendre le temps de penser à résoudre un problème, de prendre des décisions qui sont parfois même irrationnelles, factuellement, mais qui viennent du cœur, en fait, ça fait partie de notre condition humaine. C'est ce que nous sommes en tant qu'humains, d'avoir cette capacité de penser et d'avoir ce libre arbitre. Et donc, je me dis, si on enlève ça, parce qu'on fait toute confiance à l'IA, il nous reste plus ça, donc moi j'ai l'impression que par conséquent, en tout cas moi, je me sens moins humaine quand je l'utilise de façon excessive en fait. Donc ça va peut-être vous parler. Mais là, pourquoi j'en parle ? Je parle de ça parce que je le rattache à notre métier de designer. Je veux dire en fait, et là j'ai écrit dans mes notes, je vais vous le dire parce que j'ai mis je pense que si on perd ça, on meurt. Donc c'est pour vous dire à quel point pour moi c'est hyper important. Mais c'est que je pense qu'en tant que designer, nous sommes des êtres créatifs, nous sommes des êtres sensibles, souvent parfois même hypersensibles, introvertis dans les pensées et tout. Eh bien en fait, je pense que on y perd, nous, non seulement notre esprit critique, et ça c'est tout le monde qui va y perdre, l'esprit critique, mais c'est autre chose, mais c'est qu'en fait, on se sentira complètement dépossédé de nos actions, et en fait, on va perdre un peu notre âme. Alors pardon, c'est un peu lourd ce que je dis, mais je pense vraiment qu'en tant que créatif et en tant que designer, on doit vraiment faire attention à ça, parce que ça peut nous pomper notre énergie, alors même qu'on a l'impression que c'est censé nous aider et que ça nous aide factuellement un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un peu une ambivalence. Donc voilà, petit warning par rapport à ça. Ce que je pense aussi que ça ne doit pas changer, et ce que ça ne doit pas changer, c'est votre positionnement. J'entends par là que vous ne devez pas confier les clés de votre positionnement à l'IA. Je sais que c'est tentant de le challenger, de dire « aide-moi à trouver mon positionnement ». Et pour moi, il n'a absolument pas cette capacité d'être visionnaire. Lui, par définition, l'IA, vous le savez, va chercher les infos qu'il y a là, devant lui. Donc ça veut dire qu'en termes d'innovation et en termes de réflexion sur l'après, il n'a pas cette capacité d'anticipation. Même s'il anticipe quelque chose, ce sera toujours à partir de certaines données qu'il aura décidé d'agréger. Bref, pour moi, c'est pas comme ça qu'on peut trouver un positionnement différenciant. Je pense que ce qu'il peut éventuellement faire, c'est vous challenger en vous posant des questions pour parvenir vous-même à trouver cette solution. Mais encore une fois, et pour moi-même l'avoir testé, je trouve qu'il tourne un peu en rond sur les questions parce qu'il a toujours envie d'aller dans votre sens. Il va jamais vous couper à un moment donné dans votre élan en disant « Attends, là tu dis n'importe quoi, arrêtons cette conversation, en fait on est parti trop loin, changeons de sujet. » Il va jamais prendre ce truc-là. Donc en fait, il peut vous embarquer dans un gros tunnel pour vous amener à une conclusion où en fait, peut-être que s'il y avait eu une intervention humaine, on aurait pu se bloquer un peu plus avant en se disant « Attends, là, je pense que c'est pas la bonne direction. » Donc attention à ça. Et je pense que l'un des sujets aussi, c'est que si vous confiez votre positionnement à l'IA, ne pensez pas qu'elle est unique et qu'elle vous proposera une solution qui n'a pas déjà été proposée à quelqu'un d'autre. Puisque je dis aujourd'hui qu'on a besoin de se distinguer des autres, que c'est important vu le marché actuel de se distinguer par son positionnement, je vois mal comment l'IA peut vous permettre de vous distinguer des autres parce que par définition c'est un outil aussi de masse. Je pense que c'est un peu compliqué. Donc pour moi, sortez votre vieux papier crayon, discutez avec des gens, des humains, et je pense que vous aurez un petit peu plus de résultats, en vrai. Dernier petit point, votre présence sur les réseaux. Alors attention, je vais me fâcher. Ne déléguez pas et ne confiez pas votre présence sur les réseaux à l'IA. S'il vous plaît, par pitié. Si vous m'écoutez aujourd'hui sur ce podcast, je pense que vous êtes au début de votre travail de visibilité.
Il y a peu de femmes qui me suivent aujourd'hui qui ont 50 000 abonnés sur LinkedIn. Donc autrement dit, si vous êtes au début de votre travail de visibilité, vous ne savez pas vraiment ce qu'est un bon post. Ce n'est pas méchant, c'est juste que vous commencez tout juste votre travail, vous êtes en train de vous exercer. Donc en fait, c'est un peu, si je fais le parallèle, c'est un peu comme si vous vouliez vous offrir un four dernier cri, sauf que vous ne savez même pas cuisiner une seule recette. Vous pourrez le chauffer le four, le préchauffer, faire tout ce que vous voulez, mais si vous ne savez pas faire une seule recette, ça ne servira à rien. L'IA, c'est pareil, en fait. Je sais que la tentation, elle est super grande de vouloir tout refourguer à l'IA en disant « Vas-y, crée-moi un planning éditorial, fais-moi tout ça », mais vraiment, pour moi, c'est une grave erreur que vous faites là. Parce que ça n'apportera aucun résultat. Déjà, de un, parce que ça se voit. Je veux dire, moi-même qui suis très avancée dans la création de contenu, j'essaie de confier à l'IA certaines tâches, je vois bien, c'est pas encore 100% moi. Alors je ne sais pas si les autres s'en rendent compte, mais moi je trouve que ce n'est pas encore moi, ce n'est pas encore complètement mon essence. Donc je le fais de temps en temps, mais parce que je suis déjà à un niveau avancé. Donc je pense qu'il faut vraiment pas céder à cette tentation-là, vous devez apprendre. Vous êtes une enfant qui démarre dans la création de contenu, dans la visibilité, dans ce positionnement. Vous devez faire cet exercice. Déjà parce que, et ça on le sait en tant que créatif, en se mettant en action, en écrivant, en dessinant, en faisant des choses, il y a d'autres choses qui arrivent dans la tête en fait, qui arrivent, des idées, des apprentissages. Quand on crée quelque chose, quand on écrit factuellement une phrase à l'ordinateur ou à la main, ça génère d'autres idées. Et moi, je trouve ça super, en fait. Et enfin, c'est au-delà de super, c'est que c'est essentiel pour que vraiment vous puissiez aussi porter et avoir les fruits de votre visibilité sur les réseaux. Désolée, mesdames, si vous m'écoutez, mais ne déléguez pas votre présence sur les réseaux à l'IA. En conclusion de tout ça, je dirais que comme l'arrivée de tout outil, parce que n'oublions pas que l'IA est un outil, il y a du bon et du moins bon. Soyons moins dans les extrêmes de tout ce qu'on pourrait vous dire. Je sais que vous voyez beaucoup de choses en mode c'est la fin du monde ou alors c'est génial, ça va tous nous sauver, c'est incroyable. Je crois que c'est un peu entre les deux. On ne peut pas diaboliser l'IA comme on ne peut pas la mettre sur un piédestal, tout simplement. Ça reste un outil. Oui, elle impacte notre métier pour les raisons que j'ai évoquées, mais ne cédons pas à la panique. Moi, je pense vraiment que c'est une bonne chose parce qu'elle nous oblige à faire ce que beaucoup repoussaient par procrastination, à savoir se poser la question de notre vraie valeur pour les gens et les entreprises qu'on accompagne, que l'on sert. Ça nous oblige à nous poser la question de qui on est vraiment et qu'est-ce qui nous distingue des autres. Et par autres, j'entends les autres designers, mais l'IA aussi, en fait, les autres outils. Moi, je trouve qu'elle oblige à travailler sur soi, son positionnement, la clarté de ses messages, ses offres. En fait, je trouve ça génial pour celles qui veulent faire ce travail-là, qui ont envie d'aller sur une forme un peu d'excellence aussi. Je trouve que c'est une belle opportunité. Accrochez-vous parce que je vous assure que ça vaut le coup et je pense sincèrement que si vous vous accrochez, vous allez réussir à traverser cette période qui est, je sais, anxiogène, pas facile. Je sais que ça fait peur, mais sincèrement, encore une fois, je veux vraiment terminer ce podcast en vous disant qu'il y a des opportunités au bout, il y a du travail. Juste focus sur les bonnes questions, les bons choix, cette capacité à voir la vision, à voir au-delà, à travailler tout ce qu'on s'est dit là, et ça ira. Tenez-moi au courant, mais je pense que ça ira. Pour terminer, je vous propose, si vous en ressentez le besoin, si vous sentez que ce sujet de l'IA vous fait peur, que vous n'arrivez pas à voir au-delà et vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, je vous propose de faire un point en échange via mon Calendly. Le lien est dans la description de cet épisode. N'hésitez pas, je prends toujours vraiment beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Il ne s'agit pas forcément de vous vendre un accompagnement derrière si vous n'en avez pas besoin. C'est juste de prendre ce premier temps-là pour discuter d'où vous en êtes. Et qui sait, en 30 minutes, on peut déjà débloquer beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas, encore une fois, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode qui, promis, sera peut-être un petit peu plus léger. Ciao!